Alors, ce que j'ai essayé de faire, ce sont des haïkus visuels. Alors, je vais peut-être tout d'abord faire un petit rappel sur ce que c'est que des haïkus. Ce sont des poèmes qui s'inspirent de l'art de l'épure et qui sont japonais. Alors, ça veut dire plus concrètement que jusqu'au XIe siècle, il y avait des lettrés dans les cours du Japon qui faisaient déjà beaucoup de formes poétiques. Alors, c'était soit des poèmes libres qu'on appelait des haikai, soit de brefs poèmes de 31 syllabes qui étaient organisés en séries de 5, 7, 5 vers, puis pour finir 7 et 7 vers. C'était ce qu'on appelait des tankas. Il y avait également des ranga, des jeux de lettrés qui se faisaient à plusieurs, c'est-à-dire que le premier faisait 3 vers, il attendait que le suivant fasse 3 vers, un petit peu comme dans les cadavres exquis, des jeux des surréalistes. Alors à partir de là, au XVIe siècle, c'est Basho qui a créé véritablement le haïku, en fait en l'épurant et en le simplifiant. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Basho devait être un samouraï, qu'il a abandonné sa carrière pour se livrer à l'écriture. Et il a extrêmement simplifié en ne gardant que la structure 5 pieds, 7 pieds, 5 pieds, et surtout en cessant d'en faire des petits jeux littéraires, pour saisir de la manière la plus simple possible des événements et en cherchant à ce qu'ils puissent ouvrir, comme il disait à la fin, sur la vacuité, qu'ils puissent ouvrir sur un instant de lumière et d'éveil. Il a écrit un carnet de voyage qu'il a truffé de haïkus, de rêveries, de flâneurs solitaires, en voyageant beaucoup. Alors, à sa suite, tous les haïkus ont pris forme et le genre est devenu très connu et très célèbre au Japon. Buzon, le troisième maître le plus connu, a également été intéressant parce qu'il a ouvert le haïku avec une dimension en plus d'humour, donc il l'a ouvert vers de l'ironie en même temps. Et surtout, il a allié le poème, qu'il voulait plus lyrique et plus expressif, à la peinture, en créant le haiga, qui associe dans le même espace la peinture et le haïku, en soulignant les images fortes du poème par des lavis d'encre passés au pinceau. Pour lui, le poème devait permettre de retrouver la synthèse harmonieuse avec le monde, dans une égalité d'humeur et un état d'éveil, qui rende grâce au mouvement du quotidien, en étant conscient de la fugacité du temps qui passe. Par exemple, de Buzon, c'est 2 très beaux haïkus. Lotus blanc, il songe à te couper le bonze. Ou encore, devant les prunes vertes, elle fronce les sourcils, la belle fille. Voilà la petite légèreté, la grâce un petit peu ironique de Buzon, à comparer avec les haïkus plus austères et plus méditatifs de Basho. Je vais en citer également 2. Je m'en souviens, la vieille laissée pleure avec la lune pour compagne. Ou encore, somnolence mon burin, rêvasserie la lune au loin, fumée de thé. Voilà, je vais passer sur la suite de l'histoire des haïkus. Juste, il faut savoir que jusqu'au XXe siècle compris, ça se dispute entre les puristes qui ne veulent pas autre chose que les haïkus habituels, respectant exactement les structures établies par le maître, et également des réformateurs, Keigi Kodo acceptant par exemple au XXe siècle les vers libres et le fait qu'on puisse ne pas associer obligatoirement dans les 3 vers le poème à une saison. Alors on en arrive maintenant à ce que j'ai essayé de faire. Mon but c'est de se dire que de même que Buzo à son époque a enrichi les poèmes par des peintures, les haigai, je me suis dit qu'il devait être possible de les associer à des courtes scènes vidéo. Une vidéo me semble idéale dans ce format court pour saisir l'aspect éphémère de l'instant. Les premiers essais que j'ai faits, c'est la vingtaine de haïkus, justement, que j'ai appelé les haïkus du bord de mer, qui sont réalisés à Trouville et qui vont essayer de s'inspirer du spectacle de la nature, comme dans les haïkus d'origine, tout en variant et en essayant des formes différentes. Alors pour ça, je me suis fixé des petites règles de construction des haïkus et des poèmes visuels. Alors la première règle, ça a été de supprimer toute référence à la vie humaine ou animée et d'en rester au seul spectacle de la nature.
Pourquoi? Pour chercher dans les plus radicales comment la nature nous offre un spectacle qu'on ne prend pas le temps de regarder en général, mais qui, lorsqu'on se met en face d'elle et qu'on ne pense plus qu'à ça, vous suggère des émotions, voire des réflexions qui prennent d'autant plus sens si on a retiré tout recours artificiel à un scénario, à une histoire, à une vie. Il s'agit donc de privilégier la rencontre simple de la nature d'un côté et de l'homme face à elle. Deuxième petite règle, respecter les principes des poèmes classiques en maintenant de la même manière dans le texte qui est dit, à 3 vers respectivement de 5, 7, 5 pieds pour garder la respiration classique du haïku. Troisième principe que je me suis fixé, ça a été d'appliquer la même règle à son illustration visuelle, en décidant que l'image devait s'en tenir à des séquences temporelles proportionnelles. Par exemple 50 secondes, 70 secondes, 50 secondes, ou alors on le verra dans d'autres 5, 7, 5 secondes. Cette règle totalement arbitraire m'a semblé importante pour créer une homogénéité de style et pour tenter de retrouver dans les images le même rythme que dans les paroles. Pour poursuivre encore plus loin la correspondance avec la forme des haïkus qui à chaque fois dans chaque vers ne traite que d'une chose à la fois et ne montre qu'une seule image, je me suis dit que la structure visuelle devait de la même manière être composée de 3 plans de préférence fixes correspondant à autant de petits tableaux qui font le pendant des vers. Quatrième principe, ça a été d'explorer le jeu des correspondances possibles entre les deux séquences, d'une part de mes 3 vers qui forment le haïku habituel et d'autre part des séquences visuelles. Alors pour cela, j'ai appliqué plusieurs petites techniques. Première petite technique, c'est ce que j'ai appelé l'engendrement simultané des 2 séries de textes et d'images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne s'agit pas de penser à haïku dans sa chambre, d'aller ensuite sortir dehors pour faire des repérages et pour l'illustrer. A l'inverse, il ne s'agit pas non plus de filmer et puis de rentrer et de chercher à faire un poème qui corresponde. Entre ces deux pôles extrêmes, ce que j'ai essayé, c'est vraiment de, en même temps, voir quelque chose, réfléchir à l'émotion qu'il donne, qu'il procure, et filmer en conséquence. Il faut que ce que je vois et ce que je pense se nourrissent réciproquement pour créer un poème visuel s'inspirant autant de l'un que de l'autre. Alors très concrètement, ça veut dire que je sortais avec ma petite caméra, mon petit carnet de notes, et que je cherchais visuellement ce qui soudain pouvait avoir sens de naissance dans ce qui s'offrait à moi comme spectacle. Et c'est sur place que, comme dans un croquis, j'ai cherché à saisir des images et des émotions parallèles en écrivant le texte qui allait en même temps. Deuxième petite technique pour relier ces séquences visuelles et sonores du poème, c'est de privilégier des rencontres non purement illustratives, qui peuvent être tantôt surréalistes, tantôt méditatives. Correspondance surréaliste, c'est par exemple de prendre 3 éléments visuels qui n'ont rien à voir entre eux pour créer un nouveau sens, en évitant toute traduction purement univoque. Alors par exemple, une mouette, un ciel d'orage, un envol vont facilement induire un poème sur le pressentiment d'une menace. C'est pourquoi j'essaye en général plutôt d'éviter, même si j'en ai fait pour aborder ce genre aussi. Par contre, une plage grise et froide, une vieille chaussure, des restes de bande magnétique abandonnés, ainsi un tracteur entre les deux, peuvent commencer à raconter une histoire, un scénario trouble, que le texte va se contenter d'évoquer de manière allusive, sans rien expliquer. Ce qui est un petit peu plus de la logique entre guillemets surréaliste. La plupart des haïkus que je vais essayer de faire en vidéo vont tenter de créer ce lien ténu en montrant comment ce que je vois provoque une émotion ou une réflexion. Autre exemple plus méditatif, le fait de montrer une feuille morte, des déchets de coquillages amassés comme dans un cimetière, et juste à côté des algues et des moules qui s'accrochent à la vie en attendant la marée montante, va inviter à contempler la rencontre de ces 3 éléments d'une nouvelle manière, en y trouvant un autre sens.
Troisième petite technique pour explorer toujours cette correspondance entre la série visuelle et la série sonore, ça a été d'adopter une caméra subjective non fixe pour respecter le tremblement du vécu. D'abord pour des raisons pratiques, parce que c'est pas évident de sortir avec une caméra, un carnet de notes, un trépied, d'installer tout ça et d'être spontané en même temps. Mais après, par choix méthodologique, c'est-à-dire que j'ai décidé au début de filmer en caméra subjective, même si l'image n'est pas idéale, belle et stable. Et je me suis dit petit à petit que cette contrainte allait devenir un atout et une règle pour rester au plus près du spectacle méditatif. Quand on médite assis en zazen par exemple, il y a toujours des pensées, des micro-mouvements qui viennent troubler la méditation. Le moindre mouvement des yeux à demi-clos amène des micro-ruptures, des micro-mouvements, et c'est ce que j'ai essayé de retrouver de manière quasiment phénoménologique, en me montrant le spectacle de la nature que saisit à travers un regard légèrement tremblé et bougé, qui est celui du spectateur. Pour rendre cette difficulté à s'immobiliser, on peut très bien voir le regard qui hésite à droite, à gauche avant de se fixer enfin sur la feuille morte, qui alors se met à prendre sens et à parler. En ce sens, si Kiarostami dans Five montre à travers ces 5 plans séquences de la nature, une nature d'où tout regard humain est évacué, j'essaye de me mettre dans une ligne un petit peu équivalente, mais en réintégrant au contraire l'élément humain. Et je le réintègre doublement par le poème qui suggère les émotions que ressent le spectateur face à la nature, et par la caméra subjective qui rappelle la présence à la fois fragile et toujours mouvante de ce même sujet humain.